On a écrit un chapitre à partir d'une exergue de Buffon. Buffon, au XVIIIe siècle, écrit « Il arrivera un moment où la technique humaine sera tellement puissante qu'il sera loisible à l'homme de refroidir ou de réchauffer la planète, mais il lui sera plus facile de la réchauffer que de la refroidir. » 18e. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, dans le problème de l'atmosphère, on nous balance toute la journée le problème du CO2. Le GIEC ne parle que du CO2. Personne ne s'intéresse au problème de base. C'est pas du tout le CO2 qui est responsable majoritairement. Déjà, rien que le méthane, il est 60 fois plus actif en réchauffement planétaire. Mais personne ne parle des 10 millions d'hectares de désert que nous faisons chaque année. Personne ne parle des 20 millions d'hectares de forêts tropicales qu'on abat. Personne ne parle des 20 millions d'hectares de béton que nous faisons sur Terre. Personne ne parle des 80 milliards de machines qu'il y a sur cette planète et qui, chaque fois qu'elles tournent, chauffent, qu'elles soient thermiques ou qu'elles soient électriques. Et ça, personne n'en parle. C'est extraordinaire. À Delhi, quand il y a des périodes de canicule, les gars, ils allument tous, enfin, les mecs qui ont les moyens, ils allument tous leur clim et on monte entre 50 et 60 degrés. Ça fait mourir les pauvres qui sont dans la rue. Mais ça, personne n'en parle. Claude, oui, c'est des pauvres, c'est vrai, c'est des pauvres. Formalises. Non, mais c'est intéressant de voir que... Boutade, hein. Oui, c'est intéressant de voir qu'on se focalise sur le CO2, alors que les plantes adorent ça et qu'il suffirait de reboiser. Et par exemple, un autre truc dont personne ne parle, nous, on a beaucoup travaillé dans les forêts tropicales. Quand on est dans une forêt tropicale, on est à 25-26 degrés. Quand on déforeste pour faire un champ de soja, on monte à 50-52 à midi. Or, la différence thermique entre l'équateur et les pôles forme ce qu'on appelle les alizés, des vents très doux qui apportent de la pluie et qui sont très, très doux et qui nous apportent la fraîcheur. Quand, au lieu d'avoir une différence entre 25 degrés et 0, on a une différence de 50 degrés et 0, on transforme ça en ouragan. Et les ouragans explosent. Au fur et à mesure qu'on déforeste, les ouragans augmentent de plus. Et ça, personne n'en parle. Oh, Claude, c'est un petit orage, ça fait tourner les éoliennes. Voilà. Ah oui, non, parce qu'avec un ouragan, elle ne tourne pas. Hein. Et ils les arrêtent toutes. Hein. Ça fait fonctionner les vendeurs d'éoliennes. Voilà. Voilà. Et les réparateurs de toits de maison. Et les producteurs de balsa Voilà. en Brésil. Au Brésil, à Et les l'équateur. vendeurs de graisse. Voilà. Si on prend par exemple le passage du labour au semi-direct, pendant 5 ans, il y a une chute de rendement. Donc si l'État n'aide pas l'agriculteur pendant ces 5 années pour qu'il puisse restaurer, en fait, il faut recapitaliser. Donc quand on a décapitalisé, on dépense de l'argent pour recapitaliser. Donc si l'État ne veut pas faire ça, n'aide pas, les gars, ils ne se lanceront pas là-dedans. Ils diront non. Pareil pour la bio. Donc, le problème, c'est que si on n'aide pas les agriculteurs à s'occuper du patrimoine, qui est un patrimoine national, il est privé, mais en fait, il est national, bah, les choses vont pas bouger. Et là, pour le moment, on n'est pas parti pour. Je ne sais pas si on y arrivera, j'espère, mais pour le moment, on n'est pas parti pour. La FNSEA freine des cas de fer, l'agro-industrie freine des cas de fer, donc c'est pas facile de faire bouger le système. Mais le problème des subventions, c'est pareil. Là, on a été confronté à des choses par une députée qui disait mais vous vous rendez compte, parce qu'on avait l'idée de dire bon, le volume d'argent, toutes les subventions qui sont données par l'Europe aux agriculteurs, on disait à ce moment-là, chaque agriculteur a une importance. C'est pas parce que vous faites 2 hectares de maraîchage qui demandent certainement autant de travail et que vous avez 100 hectares de céréales. On était pour dire il y a une forme d'égalité, c'est-à-dire qu'on va partager ces subventions pour chacun, puisque le travail, peut-être que... Et en production, un maraîcher, quelque part, produit plusieurs fois presque autant qu'un céréalier, si on regarde dans son... Et la personne, une députée, elle m'a dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire? Mais c'est absolument pas faisable. Et on lui dit, mais pourquoi c'est pas faisable? Il y a l'agriculture, elle nourrit, on mange des légumes, on mange du pain et tout. Elle dit, mais vous vous rendez compte, pour les gros agriculteurs, comment ça va se passer? Et je lui dis, mais elle dit, par exemple, pour nous. Et je lui dis, mais vous avez combien d'hectares? Et elle n'a jamais voulu répondre. Et elle a dit, mais vous vous rendez compte, si on n'a plus de subventions, mais on n'y arrivera plus. On ne pourra plus, on n'ira pas jusqu'au bout. Alors que les petits n'y arrivent pas, se pendent, se suicident. Quand on entend ça, vous pouvez ressortir qu'en étant complètement dépité, de dire on n'est pas prêt. Et puis quand on a dit que c'est l'histoire des 5 ans, le temps de la reconversion,
il faudrait que ces agriculteurs, qui font quand même un effort pour avoir qu'on ait une nourriture de meilleure qualité, ne perdent pas de salaire, soit pas, à la limite on va dire subventionnés, mais qu'en fait ils aient au moins le même revenu, plutôt que de les laisser avec une chute de rendement. Et pour la première fois, l'année dernière, on a eu un retour d'agriculteurs en biologie qui repassent en conventionnel, qui réutilisent des produits. C'est pas ça l'avenir. Si on prend une chose toute simple, on prend les 9 milliards d'euros que touche la France pour 300 000 agriculteurs. Ça fait 30 000 euros par agriculteur. Donner 30 000 euros à un agriculteur, je peux vous dire qu'il y a des jeunes qui vont sortir de la ville et qui vont vous faire du maraîchage parce qu'ils toucheront 30 000 euros. Et là, vous allez donner à manger aux Français. Mais ça veut dire que le président de la FNSEA, qui a 700 hectares, qui touche 140 000 euros, lui, il touchera plus que 30 000. Donc lui, il ne va pas être content. Il fera pression sur le gouvernement pour que surtout on ne répartisse pas cette somme. Ben c'est ce qu'elle a dit, cette députée. C'était sous-entendu, en disant, moi, il me faut ma subvention de plusieurs millions. Vous avez un regard positif ou négatif sur l'Europe? L'Europe, la PAC, les quotas, l'Europe maman, l'Europe qui dirige. Vous avez quel regard sur eux? Bon, au départ, la PAC, c'était pas si mauvais que ça, en fait. C'était quelque chose pour aider les agriculteurs. Et c'était une association, je dirais, d'agriculteurs. Le problème, c'est qu'on a mis des gens qui ne sont plus agriculteurs, qui sont des financiers. Et donc, on a complètement détruit cette PAC. Elle n'est plus du tout à la disposition des agriculteurs. Elle est à la disposition des financiers qui veulent gagner des parts sur les agriculteurs. In fine, sur certains fonds de retraite. Parce que la titrisation de tout ça, ça finit sur les fonds de retraite américains. Oui, tout à fait. Claude? Non, mais au début, c'était très bien vu. On devait normalement protéger tout ce qui était production agricole entre les pays européens. C'était une sorte de protection de notre agriculture. Et le résultat, d'ailleurs, a tellement bien marché qu'on s'est retrouvé avec des excédents de beurre, de lait, de blé. Donc ça montrait que ça marchait bien. Donc après, il fallait réguler ça, bien entendu. On ne l'a pas fait. On a décidé de changer les règles et de donner une subvention à l'hectare. Donc les gros qui ont beaucoup d'hectares, ils piquent tout. Les petits, ils n'ont rien. Et le résultat, ben voilà, on ne mange plus. On ne mange plus parce que ça a été très mal géré, ce système-là. Mais quand tu n'as plus d'énergie, que tu n'as plus d'agriculture, tu es condamné, non? À faire un... Ah ça, un pays qui a plus son agriculture, qui nourrit plus sa population, il est cuit. Hein. C'est un pays qui est foutu. Et c'est pas pour rien si on a classé la gastronomie française patrimoine mondial. C'est au moment où ça s'effondre, toujours comme ça, hein, c'est au moment où les choses s'écroulent, hop, on les protège. Hein. On protège la nature une fois qu'il n'y en a plus. On dit, hop, on va protéger le littoral une fois qu'ils sont bien pollués et puis bien détruits. Et c'est vrai que la gastronomie française, elle est cuite parce qu'elle n'a plus les produits de base qui lui permettent de faire une bonne alimentation. Et ça, c'est comment on répare un truc pareil quand on a... Enfin, il y a quand même des trucs délirants. On ne peut pas faire une pomme AOC Limousin avec autre chose que la Golden. Qui est une variété américaine dont on paye les brevets. Si on utilise des pommes locales du Limousin, on n'a pas le droit à l'AOC. Donc tout est fabriqué pour détruire le système d'AOC, détruire l'originalité du produit qui était... La racine des choses. Et une fois que c'est détruit, effectivement, la France sera comme... Alors, il y a un pays qui ne se défend pas trop mal en Europe, c'est l'Italie. Hein. L'Italie, avec ce qu'ils appellent le slow food, ils protègent des variétés de lentilles, des variétés de haricots, des variétés de poires, etc. C'est encore une petite agriculture, 10 hectares de moyenne contre 80 hectares en France. Et les Italiens restent attachés. Alors pendant longtemps, ils ont lutté contre les supermarchés. Bon, maintenant, l'Europe les a forcés à les accepter, mais l'Italien, lui, c'est une nourriture familiale, mais de très belle qualité. Hein, c'était Kurnonski, le prince des gastronomes, disait « La France est unique au monde, c'est le pays qui a 4 gastronomies. La gastronomie familiale, les blanquettes de veau, les bourguignons. Voilà, des choses qu'on faisait à la maison comme ça. La gastronomie locale, hein, l'andouillette de Vire, le jambon de Dijon, etc.
La gastronomie de fête, quand on invite des amis, etc. Alors là, on met les petits plats dans les grands plats, voilà. Et la gastronomie de luxe. Il dit c'est le seul pays au monde qui a ça. Et c'est quelque chose d'assez étonnant, qui montre que les Français étaient attachés. Maintenant, on est le deuxième pays en nombre de McDo par habitant après les États-Unis. Ah, ça montre quand même la chute de cette notion. Il y a combien de jeunes qui savent encore cuisiner, hein? Quel est le pourcentage de jeunes qui cuisinent encore en France? On a réussi à casser quand même un système qui était remarquable, qui était vraiment remarquable. Et ça, on va avoir du mal à remettre ça debout. Je crois qu'il reste plus qu'un seul producteur de cornichons en France. Il reste 2 producteurs de... Moutarde. Oui, la moutarde, elle vient du Canada. Le cresson, je crois qu'il n'y a plus que 2 cressonnières en France. Ah, c'est affolant, quoi. C'est comment on a détruit un patrimoine absolument unique. Il y a des moutardes dans le Vexin, d'ailleurs. Je recommande d'ailleurs. Oui, on essaye quand même de refaire de la moutarde, mais c'est vrai que face à la moutarde canadienne qui est beaucoup moins chère, on a du mal à résister, quoi.